Ce n'est qu'un vieux bijou, maman. Tu ne vas pas en faire une histoire. Elle me l'a dit sans même me regarder, en passant devant moi comme si j'étais de l'air. Son ton était neutre, presque rieur, mais chaque syllabe avait frappé mon cœur comme un marteau froid. Un vieux bijou, mon collier de mariage, le dernier cadeau que Pierre m'avait offert avant de partir, un bijou que je n'osais même plus porter depuis 10 ans, de peur de l'abîmer, un bijou que je gardais dans une petite boîte bleue, dans la 3e étagère de l'armoire, sous mes foulards d'hiver, un endroit où personne n'allait jamais. Personne. Sauf elle. Je suis restée plantée dans l'encadrement de la porte, le souffle court, la gorge serrée, incapable d'émettre un son. Mon collier brillait autour de son cou, léger, simple, en or fin. Mais sur elle, il semblait déplacé, presque insolent. Élise tournait devant le miroir du salon, faisant jouer la lumière sur le pendentif en forme de goutte. Franchement, il est superbe, a-t-elle ajouté. C'est dommage de le laisser prendre la poussière dans un tiroir. Un tiroir. Elle ne savait même pas où il était. Elle ne savait rien. Elle avait fouillé, cherché, pris. Et le pire, elle assumait. Mon fils Étienne se tenait à côté d'elle, bras croisés, l'air gêné, mais pas assez pour intervenir. « Maman, c'est juste pour ce soir. Elle te le rendra demain. » Ce soir, leur dîner, leur petite soirée chic, leur besoin constant d'impressionner des gens que je ne connaissais même pas. Ils n'avaient pas demandé. Ils n'avaient pas prévenu. Ils avaient pris. J'ai enfin trouvé ma voie. Ce collier, c'est mon mari qui me l'a offert. Je le garde précieusement. Tu n'avais pas le droit. Elle a soufflé, agacée comme une adolescente. Oh, s'il te plaît, arrête avec ton drame. Je l'ai pris parce qu'il est beau. Tu veux quoi? Que je sorte avec une chaîne en plastique? Elle a ri. Mon fils a esquissé un sourire honteux. J'ai senti quelque chose se fissurer en moi. Un fil, quelque chose de très fin, de très ancien, qui tenait encore ma loyauté, ma patience, ma douceur. Je me suis avancée de 2 pas. Mes mains tremblaient. Ce collier, c'est tout ce qu'il me reste de lui. Élise a levé les yeux au ciel. Eh bien ce soir, il est autour de mon cou. Ça ne va pas le faire revenir, si? Un battement, un souffle coupé, un monde qui s'effondre en silence. Étienne a posé une main sur son épaule. Élise, elle l'a ignoré. Puis elle a rassemblé ses cheveux, comme pour mieux exhiber le bijou. Allez, on y va. On est en retard. Ils sont sortis, sans un regard pour moi, sans une excuse, sans conscience du coup qu'ils venaient de me porter. La porte s'est refermée. Le claquement sec a résonné dans toute la maison, dans mon ventre, dans ma poitrine, dans mon passé entier. Je suis restée immobile. Longtemps, très longtemps. Je ne regardais plus la porte. Je regardais la vie telle qu'elle était devenue. Un endroit où ma belle-fille pouvait prendre le dernier souvenir de mon mari et où mon propre fils trouvait normal que je me taise. Ce soir-là, assise dans mon fauteuil, j'ai senti une larme rouler sur ma joue. Pas une larme de tristesse, une larme d'évidence. Il venait de franchir une limite qu'aucun mot ne pourrait réparer. Je n'ai pas crié, je n'ai pas supplié, je n'ai pas attendu qu'il revienne. Non, j'ai fait ce que je n'avais jamais fait en 78 ans de vie. Je me suis choisie. Et ce qu'ils ignoraient encore, c'est qu'en prenant mon collier, ils m'avaient offert la dernière pièce du puzzle. La pièce qui me manquait pour comprendre ce que je devais faire. Parce qu'il y a des vols qui n'en sont pas vraiment. Et des retours, qui changent des vies. Ce qu'elle avait pris n'était rien comparé à ce que j'allais reprendre. Et ce qu'elle allait perdre ensuite allait la marquer bien plus que n'importe quel collier. Avant cette scène dans le salon, avant ce collier brillé autour d'un cou qui ne connaissait rien de son histoire, il y avait eu une autre vie. Une vie où l'or de ce bijou avait une chaleur, un sens, un cœur. Une vie où je n'étais pas encore réduite à un tiroir qu'on ouvre sans demander, à une vieille femme dont on prend les souvenirs comme on prend une serviette. Cette autre vie, je la revois souvent en fermant les yeux. Elle commence un soir d'été. Pierre, l'homme qui avait choisi de m'aimer entièrement. Je n'avais que 22 ans lorsque j'ai rencontré Pierre. Un homme grand, les épaules solides, un sourire un peu timide qui contrastait avec ses mains d'ouvrier, larges et rugueuses. Il n'était pas poète, pas bavard, pas impressionnant. Mais il avait quelque chose que les autres n'avaient pas. Une douceur sans faille, une loyauté profonde, un regard qui disait « Je ne partirai pas ». Il m'aimait comme on aime rarement, sans bruit, sans promesses grandioses, mais avec une constance qui traverse les années. Quand il m'a demandé en mariage, il m'a offert ce collier. Un simple pendentif en forme de goutte, en or mat,
délicat comme un souffle. C'est pour que tu l'aies toujours contre ton cœur, m'avait-il murmuré. Même quand je ne pourrais pas être là. Je l'avais pris dans mes mains, et j'avais pleuré, pas de joie, d'émotion, parce que je savais que cet homme-là ne trahirait jamais ce qu'il disait. Ce collier n'était pas juste un bijou, il était une promesse. Notre vie ensemble, le bonheur simple. Avec Pierre, la vie n'était jamais extravagante. Nous vivions dans une petite maison, que nous avions rénovée pièce par pièce. Le dimanche matin, il faisait des œufs au plat en chantant faux, et je l'écoutais toujours en riant. Il n'avait aucune oreille musicale, mais il avait une âme comme on n'en fait plus. Lorsque j'étais enceinte d'Étienne, il posait sa tête sur mon ventre le soir, comme s'il voulait écouter la vie qui grandissait à l'intérieur de moi. « Je veux qu'il grandisse avec le son de mon cœur », disait-il, et le son du mien. Je ne savais pas alors que la vie pouvait être aussi simple et aussi pleine. La naissance d'Étienne, une nouvelle lumière. Quand Étienne est né, Pierre a pleuré. Les larmes lui tombaient sur les joues et dans son sourire. Il le tenait comme s'il tenait le monde entier, et il répétait « Mon fils, mon fils ». J'étais jeune, fatiguée, mais heureuse. Jamais je n'aurais imaginé que cet enfant deviendrait, un jour, la raison de mes plus grandes blessures. À cet instant-là, il n'était que douceur et avenir. Les années de famille. Des souvenirs qui réchauffent encore. Les années ont filé. Étienne grandissait, Pierre vieillissait plus vite que moi, mais sa force restait la même. Nous n'avions pas beaucoup d'argent, mais nous avions la tendresse. Et cela suffit à remplir une maison. Je portais mon collier à toutes les occasions importantes. Le premier pas d'Étienne, son entrée à l'école, notre anniversaire de mariage, nos Noëls à 3. Mais jamais je ne l'aurais laissé traîner. Jamais je ne l'aurais donné. Jamais je ne l'aurais prêté. Ce collier, c'était la part de Pierre que je gardais près de moi, un morceau de lumière contre mon cœur. Le drame. La perte qui m'a fait vieillir d'un coup. Pierre est parti un matin d'hiver. Brutalement. Un infarctus. Il avait 60 ans. Moi, 58. Étienne, 32. Je me souviens encore du bruit de la tasse qui est tombée de la table ce jour-là. Un bruit sec, net, un bruit qui a tranché ma vie en deux. Pendant les semaines qui ont suivi, j'ai dormi avec le collier dans ma main. Je ne pouvais pas accepter son absence autrement. Je n'avais plus que ce bijou, ce fil d'or, cette goutte de lumière, ce souvenir suspendu, le glissement d'Étienne. Une douleur silencieuse. Après la mort de Pierre, j'ai senti Étienne s'éloigner doucement. Pas par méchanceté, par fuite. Il ne supportait pas ma tristesse. Il ne supportait pas la sienne. Alors il a mis de la distance, puis de la politesse, puis du vide. Quand il a rencontré Élise, j'ai cru que la vie lui revenait. J'étais heureuse pour lui. Mais rapidement, les choses ont changé. Élise apportait avec elle un parfum de réussite et d'exigence. Elle venait d'un milieu où l'on expose plus qu'on ne partage, où l'apparence vaut plus que la mémoire, où les objets n'ont de valeur que s'ils peuvent être montrés. Je n'avais pas ma place dans ce monde-là, et mon collier non plus. Et un jour, l'effacement a changé de forme. Avant cette soirée où Élise a pris le collier, il y avait eu des signes, des remarques sur mes vêtements, des critiques voilées sur mes habitudes, des tu devrais et à ton âge glissaient comme du venin dans du miel. Et Étienne, étrangement, doucement, s'était laissé glisser dans le courant de sa femme. Je n'avais rien dit, je ne voulais pas perdre ce qui restait de lui. Mais ce soir-là, devant ce collier qui brillait sur un cou qui n'avait jamais aimé Pierre, j'ai compris, je n'étais plus respectée, je n'étais plus écoutée, je n'étais plus vue. Et dans ce miroir-là, j'ai vu une vieille femme qui s'était trop tue. Ce soir-là, j'ai eu peur. Mais cette peur a été le début de ma renaissance. Avant que ma belle-fille ne prenne mon collier de mariage, avant ce geste brutal qui a tout déclenché, il y avait eu d'autres signes, des signes minuscules, presque invisibles, mais porteurs d'une intention qui, rétrospectivement, aurait dû m'alerter. À l'époque, je les minimisais. Comme beaucoup de mères, je confondais le déni avec la paix, la patience avec la résignation, l'amour avec l'oubli de soi. Mais maintenant, je vois chaque détail avec une clarté cruelle. Ce n'était pas un geste isolé. C'était la dernière pierre d'un mur qui se construisait depuis des années. La première humiliation. « Tu as encore acheté ça ?» Un dimanche, peu après leur mariage, j'avais invité Étienne et Élise à déjeuner. J'avais préparé une blanquette de veau, le plat préféré d'Étienne depuis qu'il était enfant. Je l'avais mijoté pendant 3 heures. Je voulais que ce soit tendre, parfumé, parfait. Élise est entrée dans la cuisine, élégante comme toujours,
son parfum envahissant l'air. Elle a jeté un œil au plat, a froncé le nez et a dit « Oh, ce genre de cuisine, c'est très lourd. Tu n'aurais pas pu essayer quelque chose de plus moderne ?» Moderne. Comme si mon plat sentait la naphtaline. Étienne n'a rien dit. Il s'est juste assis. Il a laissé passer. Il la laissait toujours tout redéfinir. Ce jour-là, j'ai senti pour la première fois que mon savoir-faire, celui que Pierre aimait tant, ne valait plus rien aux yeux de cette femme. L'anniversaire oublié. L'année suivante, à mon anniversaire, je n'ai reçu qu'un message, même pas un appel. Bon anniv. On passe samedi si on a le temps. Bisous. Avec un emoji, un seul. Moi qui, pendant 30 ans, avais organisé chaque anniversaire d'Étienne avec un gâteau maison, des ballons, un cadeau emballé avec amour, je recevais désormais une ligne sèche sur un écran lumineux. Le samedi, ils ne sont jamais venus. Ils avaient eu un contretemps. Je n'ai rien dit. Je ne voulais pas paraître lourde. Je m'en suis voulu d'avoir espéré. La place au salon. La lente éviction. Un après-midi, ils étaient venus prendre le café. J'avais déplacé mon fauteuil près de la fenêtre, mon coin favori, celui où je lisais et où je tricotais. Élise est entrée la première. A regardé le fauteuil, a plissé les yeux et a dit « Tu devrais être le changer. Il fait vraiment ancien. Et puis, il encombre la pièce, non ? Encombre, moi, mon fauteuil, mes habitudes, tout ce qui faisait encore ma maison. » Le lendemain, j'ai déplacé le fauteuil juste pour ne pas entendre la même remarque à leur prochaine visite. J'avais honte de l'admettre. J'avais déplacé une partie de moi-même à cause de ces mots. Le tricot, une passion ridiculisée. Je tricote depuis mes 15 ans. C'est ma manière de me calmer, de réfléchir, de penser à Pierre. Je fabriquais des écharpes, des pulls pour Étienne, des chaussons quand il était bébé. Un jour, je tricotais un bonnet pour l'hiver. Élise l'a vu et a éclaté de rire. « Oh mon Dieu, c'est tellement vintage. On dirait les bonnets que portaient les enfants dans les années 50. » Étienne a ri aussi, un rire gêné, mais un rire quand même. Il riait de ce qui me faisait du bien, de ce qui avait accompagné toute ma vie. Je me suis sentie vieille, dépassée, presque ridicule. Je me suis promis de ne plus tricoter devant eux. Les cadeaux pas à son goût. Chaque Noël, j'offrais à Élise un petit présent. Un foulard, une broche, une écharpe. Je ne me ruinais pas, mais je choisissais toujours quelque chose de délicat. Elle ne regardait même pas vraiment. Elle posait le paquet et disait « Ah merci, c'est gentil ». Puis, 3 jours plus tard, je voyais parfois mon cadeau mis en vente sur un site de seconde main. Je reconnaissais l'objet, je reconnaissais même mon emballage. Je n'ai jamais rien dit. Je me disais « Peut-être que ce n'est pas son style, ce n'est pas grave ». Mais oui, c'était grave, parce que derrière ces gestes, il y avait un mépris tranquille. Le dîner où tout a changé, tu ne comprends pas les choses modernes. Un soir, ils m'ont invité chez eux. Je voulais être impeccable. J'avais mis ma robe bleue, celle que Pierre aimait tant. Quand je suis arrivée, Élise m'a regardée de haut en bas. « Oh, tu t'es mis sur ton 31. C'est original. Original. » Encore un mot qui voulait dire autre chose. Au dîner, elle parlait de décoration intérieure, de voyage, de placement financier. J'écoutais en silence. À un moment, elle a dit « Tu sais, il faut t'ouvrir aux nouvelles façons de faire. Les choses changent. Ce n'est plus comme à ton époque. À ton époque, comme si j'étais née dans un autre siècle. Comme si je n'avais plus rien à apporter. Comme si j'étais la relique d'un passé embarrassant. » Étienne n'a pas corrigé. Il n'a pas dit un mot. J'avais l'impression d'être une figurante dans une scène qui ne voulait plus de moi. Puis est venu le jour du collier. Toutes ces petites humiliations s'étaient empilées comme des pierres. Elles avaient formé un mur entre nous, un mur que je voulais croire transparent, mais qui, en réalité, me séparait d'eux depuis longtemps. Et ce jour-là, quand j'ai vu mon collier autour de son cou, mon collier, mon dernier lien avec Pierre, brillant sur une femme qui ne m'aimait pas, qui ne respectait rien de moi, j'ai compris que ce n'était plus seulement une question d'irrespect. C'était une usurpation, une dépossession. Elle ne m'avait pas pris un bijou. Elle avait pris un pan entier de ma vie, de mon histoire, de mon identité. Et ce qu'elle ignorait, c'est que ce geste, minuscule pour elle, serait le début de sa chute. Pas parce que je voulais me venger, mais parce que, ce jour-là, elle m'avait réveillée. Le jour du collier aurait déjà suffi à me blesser profondément. Mais ce n'était pas seulement le bijou. C'était tout ce qu'il révélait. La manière dont on m'effaçait,
dont on m'utilisait, dont on m'enlevait, pièce par pièce, les restes de ma vie. Mais la goutte d'eau, celle qui a réellement débordé le vase, n'était pas encore tombée. Elle est arrivée une semaine plus tard. La découverte d'un document que je n'aurais jamais dû voir. Ce jour-là, j'étais passée chez eux parce que j'avais apporté un pot au feu pour Étienne. Je savais qu'il adorait ça, et je voulais juste lui faire plaisir. Comme autrefois. On m'a laissé entrer, mais sans chaleur. Élise était occupée avec son ordinateur portable, tapant avec son éternel air de supériorité. Étienne était en visioconférence, visiblement stressé. Je me suis dirigée vers la cuisine pour poser le plat. C'est là que j'ai vu le dossier posé sur le plan de travail. Un dossier beige, épais, ouvert, et sur la première page, un titre écrit en lettres grasses, « Projet de donation révision des parts successorales ». Mon cœur s'est arrêté un instant. J'ai cru que j'avais mal lu. Je me suis approchée. J'ai tourné la page. Et j'ai vu mon nom entouré de rouge, avec des annotations dans la marge. Utilité de réduire sa part, frais liés à son entretien à étudier. Optimisation pour le foyer fiscal Étienne, Élise. Il parlait de moi comme d'une charge financière, comme d'un élément encombrant dans leur tableau comptable. Je suis restée immobile, les mains tremblantes au-dessus du papier. Mes yeux se sont embués, mais pas de larmes, de rage calme. Une rage froide, celle qui vous traverse comme une lame. J'ai tourné encore, et j'ai vu un document préparatoire, un formulaire demandant à ce que mes droits sur la maison familiale soient réévalués. Autrement dit, réduits, diminués, grignotés. C'était ma maison, la maison construite avec pierre, la maison où Étienne avait grandi, et il voulait en remodeler les droits sans même m'en parler. Pas pour m'aider, pas pour m'accompagner, juste pour optimiser leur confort fiscal. Une phrase de Pierre m'est revenue. Ne laisse jamais quelqu'un toucher à ce qu'on a construit ensemble. Je n'avais rien laissé. Jusqu'à ce jour, jusqu'à cette découverte, l'irruption d'Élise et sa phrase de trop. Je n'avais pas entendu Élise entrer dans la pièce. C'est sa voix sèche qui m'a fait sursauter. « Qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez pas à fouiller dans nos papiers. » « Nos papiers? No ?» J'ai refermé doucement le dossier, avant de me tourner vers elle. C'était ouvert, et je vois mon nom partout. Je crois que j'ai le droit de comprendre. Elle a croisé les bras, crispée. Ce sont des choses administratives, des choses compliquées. Vous ne pouvez pas comprendre. Étienne et moi, on pense à l'avenir. Ikanos, l'avenir, leur avenir, jamais le mien. Vous voulez réduire ma part d'héritage? Elle a haussé les épaules, faussement innocente. Eh bien, disons qu'à votre âge, il faut réfléchir à ce qui est raisonnable. Vous n'avez plus autant de besoins, n'est-ce pas? À mon âge, moins de besoins. J'ai senti un vertige. Et les droits sur la maison? Elle a souri, un sourire qui n'avait rien d'humain. Franchement, cette maison est trop grande pour vous. Ce serait plus logique qu'Étienne en devienne propriétaire principal pour vous éviter des charges inutiles. Et Kendutralen, Hassan. Pour m'éviter des charges, elle parlait comme si mes souvenirs n'étaient que des obstacles. Comme si la vie que j'avais construite n'existait plus dès lors qu'elle n'y trouvait pas son propre intérêt. Je la regardais. Elle clignait des yeux, comme si tout cela était normal, naturel, inévitable. Puis elle a achevé son œuvre. Et puis soyons honnêtes, vous ne vivrez pas éternellement. Cette phrase-là a ouvert un gouffre en moi. Elle parlait de ma mort comme d'un paramètre de calcul, pas comme la fin d'une vie, pas comme la disparition d'un être humain. Non, comme une opportunité administrative. Je me suis sentie glacée jusqu'aux os. Le retour d'Étienne trop tard, trop faible. Étienne est entré à son tour, l'air épuisé. Qu'est-ce qu'il se passe? Je l'ai regardé, lui, mon enfant. Celui que j'avais aimé plus que tout, celui pour qui j'aurais donné ma vie sans réfléchir. Tu savais? Il a baissé les yeux. Ce geste-là m'a davantage brisé que toutes les paroles d'Élise. Il savait. Il n'avait rien dit. Il avait laissé faire. Par lâcheté, par facilité, par peur de déplaire, j'ai senti ma gorge se serrer. Je ne suis pas un fardeau fiscal, Étienne. Je suis ta mère. Il a murmuré. Je sais, mais Élise voulait juste qu'on anticipe. Tu es encore jeune, maman, mais, toujours ce mais qui cache des trahisons. Le déclic, un fil qui se tend et ne rompt plus. Je me suis redressée. Un calme étrange a envahi mon corps. Un calme qui ne ressemblait pas à la résignation, mais à une forme nouvelle de lucidité. Je me suis entendue dire « Ce dossier,
était le signe qu'il fallait. Élise a froncé les sourcils. Le signe de quoi? Je les ai regardés tous les deux, longuement, paisiblement, que je dois reprendre ce qui est à moi, avant que vous ne me l'enleviez entièrement. Ils n'ont pas compris tout de suite. Ils croyaient encore que j'étais la femme docile, silencieuse, accommodante. Ils ne savaient pas qu'en prenant mon collier, en écrivant mon nom dans des colonnes de chiffres, en parlant de ma mort avec désinvolture, ils m'avaient rendu à moi-même. Je suis sortie de la maison sans claquer la porte. J'ai marché lentement vers la route. Le vent me frappait le visage. Mais j'avançais. Avec une certitude froide. Je n'allais plus les laisser me voler quoi que ce soit. Pas mes souvenirs. Pas ma maison. Pas ma dignité. Et ce qu'ils avaient pris avec tant de facilité, j'allais le reprendre. Avec méthode. Avec précision. Avec loi. Ce jour-là, j'ai compris. Ils avaient franchi une ligne invisible. Celle qui transforme une mère aimante en femme déterminée. Je suis rentrée chez moi ce jour-là, comme on rentre dans une maison étrangère. Chaque objet, chaque meuble, chaque photo semblait soudain me regarder, comme pour me demander « Comment as-tu pu laisser arriver tout ça ?» Je ne me souvenais plus du trajet. Je ne me souvenais que de cette phrase d'Élise, qui tournait dans ma tête comme une abeille coincée contre une vitre. « Vous ne vivrez pas éternellement. » Elle ne l'avait pas dite par maladresse. Elle l'avait dite comme une évidence, comme un constat utile, comme une donnée pratique dans leur stratégie. Pour eux, ma vie n'était déjà plus qu'un délai. Je me suis assise dans mon fauteuil, ce fauteuil qu'elle trouvait encombrant. Je l'ai serré dans mes mains. J'avais besoin de m'ancrer quelque part. Et puis, les larmes sont venues. Pas celles de la tristesse. Pas celles du chagrin. Non. Des larmes de lucidité. La nuit blanche est la première question. Je n'ai pas dormi. Le silence de la maison était trop lourd, trop épais, comme si les murs retenaient leur souffle avec moi. Vers 2 heures du matin, j'ai allumé une petite lampe et j'ai ouvert mon vieux carnet. Celui où j'écrivais autrefois des recettes, des listes de choses à faire, des dates importantes de la vie d'Étienne. Cette nuit-là, j'y ai écrit une seule phrase. Pourquoi ai-je laissé les autres décider pour moi? J'ai relu la question encore et encore. Et la réponse m'a frappée avec une clarté brutale. Parce que j'avais confondu amour et sacrifice. Parce que j'avais cru qu'en me taisant, je protégeais la paix. Parce que j'avais voulu sauver un lien que j'étais la seule à entretenir. Mais un lien que l'on porte seul n'est plus un lien. C'est un poids, les souvenirs, ce qui m'a rendue aveugle. Je me suis revue jeune maman, tenant Étienne dans mes bras, l'embrassant sur le front, lui promettant de toujours être là, et je l'avais été. Toujours. Même quand Pierre est mort, même quand Étienne s'était éloigné, même quand Élise m'avait ridiculisé en public, même quand ils avaient oublié mon anniversaire, même quand on m'avait relégué au bout de la table, dans ma propre maison. J'avais tout encaissé, par amour, par peur, par habitude, et soudain, dans cette nuit immobile, je me suis demandé, et lui, qu'a-t-il fait? Quels efforts a-t-il fait? Lui, qu'a-t-il protégé? Qu'a-t-il sauvegardé? Le constat était implacable. J'avais donné toute ma vie, et on me la reprenait maintenant, morceau par morceau. Le déclic profond, une question qu'on ne se pose qu'une fois. Vers 4 heures du matin, en buvant une tisane dans le silence, une question terrible est apparue. Comme un éclair. Et si je disparaissais de leur vie, s'en rendraient-ils seulement compte? La réponse a été immédiate et douloureuse. Non, pas vraiment. Peu. Être même que cela simplifierait les choses. Cette pensée m'a glacée. C'était la première fois de ma vie que je me sentais inutile dans le cœur de mon propre enfant. Puis, une seconde pensée est venue, plus douce, plus solide, plus digne. Je ne veux plus être là où je ne suis pas respectée. C'était la première vérité que j'osais formuler depuis longtemps. L'aube, première note dans le carnet. Quand la lumière du matin a traversé les volets, j'avais rempli plusieurs pages de mon carnet. Les remarques d'Élise, les silences d'Étienne, les humiliations du quotidien, et surtout, les preuves, la copie du dossier de donation que j'avais discrètement photographié, les messages froids, les dates, les gestes. Je n'étais plus dans la plainte, j'étais dans la compréhension. Et dans cette compréhension, une idée est née, une idée silencieuse mais ferme. Je dois me protéger, et pour me protéger, je dois agir. Le matin, le réveil d'une femme qui n'a plus peur. J'ai avalé un café, je me suis regardée dans le miroir. Je me suis vue telle que je ne m'étais pas vue depuis longtemps. Vieillie, oui. Fatiguée, oui. Mais pas brisée, pas soumise, pas perdue. Il y avait dans mes yeux
une lueur que je ne reconnaissais presque pas, une lueur ancienne, celle de la femme que j'étais avant le deuil, avant la solitude, avant l'effacement. La femme que Pierre avait aimée, celle qu'il avait trouvée forte, courageuse, entière. Et je me suis dit, en posant une main sur mon cœur, « Pierre, je crois que je sais ce que tu aurais voulu que je fasse. » Il ne m'aurait jamais laissé devenir l'ombre de moi-même. Il m'aurait dit, « Défends-toi, protège-toi, reconstruis-toi, même seul, même tard. » Et c'est quand même. Le pas décisif prendre rendez-vous. Je me suis assise, j'ai pris mon téléphone, et pour la première fois, depuis des années, j'ai pris une décision sans demander l'avis de personne. J'ai cherché le numéro d'un notaire indépendant. Un notaire qui n'avait aucun lien avec Étienne. Quelqu'un qui pourrait me conseiller, m'accompagner, me redonner la main sur ma propre vie. Quand la secrétaire a décroché, ma voix était étonnamment stable. « Bonjour, je voudrais prendre rendez-vous. C'est urgent, très urgent. » Elle m'a proposé un créneau 2 jours plus tard. 2 jours, 48 heures. Le temps nécessaire pour devenir une autre femme. Le soir, la fin d'une époque. Ce soir-là, j'ai ouvert la petite boîte bleue où je gardais le collier. Elle était vide, évidemment, mais je n'ai pas pleuré. J'ai posé la boîte sur la table. Je l'ai laissée ouverte, comme une métaphore de toutes les choses qu'il m'avait prises. Puis je me suis dit une phrase qui m'a apaisée. Ils ont pris un collier. Moi, je vais reprendre ma vie. Et dans ce silence complet, j'ai senti quelque chose renaître en moi. Un calme neuf, une force froide, une détermination qui ne me ressemblait plus depuis longtemps. Je n'étais plus une mère blessée. J'étais une femme qui s'éveille. Et le monde allait bientôt le comprendre. Le rendez-vous chez le notaire approchait, et ces 2 jours d'attente ont été les plus longs et les plus révélateurs de ma vie. J'avais l'impression de marcher dans un couloir étroit, éclairé par des ampoules, qui s'allumaient une à mesure que j'avançais. Chaque détail de mon passé, chaque humiliation, chaque omission prenait soudain tout son sens. Je n'étais plus dans la peine. Je n'étais plus dans le choc. J'étais dans l'organisation, une organisation froide, méthodique, presque chirurgicale. 1. Ouvrir un nouveau compte bancaire, le premier acte de liberté. Le lendemain matin, j'ai pris le bus pour aller à ma banque. J'y suis allée comme si je me rendais à une confession. Mais au lieu de demander pardon, j'allais reprendre ce qui m'appartenait. La conseillère m'a accueillie avec un sourire poli. « Que puis-je faire pour vous, madame ?» Je l'ai regardée dans les yeux et j'ai dit, avec une assurance qui m'a surprise moi-même, « J'aimerais ouvrir un nouveau compte. Un compte qui ne dépend de personne d'autre que moi. » Elle m'a demandé mes papiers, m'a posé quelques questions, et en 30 minutes, c'était fait. Je suis sortie de la banque avec une petite pochette contenant mon nouveau ribet. Un papier minuscule, mais qui pesait plus lourd que n'importe quel collier autour d'un cou ingrat. C'était mon premier acte concret de reprise de pouvoir. 2. Classer, trier, protéger le dossier de vérité. De retour chez moi, j'ai sorti une chemise cartonnée neuve bleue, la couleur préférée de Pierre. Et j'y ai rangé la photo du dossier beige trouvé dans la cuisine d'Étienne, les copies d'anciens papiers de propriété, la preuve que la maison appartenait encore légalement à moi seule, car Pierre me l'avait laissée sans condition. Des extraits de comptes, des messages d'Élise où elle me parlait comme à une domestique, des notes personnelles, datées, précises. Chaque élément était un caillou sur le chemin du retour. Le retour vers moi-même. En les rangeant, je n'avais plus mal. Je n'étais plus blessée. J'étais concentrée, froide, exacte. J'apprenais à me regarder autrement, pas comme une victime, mais comme une femme qui prépare sa défense. 3. Le rendez-vous avec le notaire, un tournant décisif. Lorsque je me suis rendue à l'étude notariale, 2 jours plus tard, j'avais le cœur qui battait, mais pas de peur, d'impatience. J'avais besoin de savoir ce que je pouvais faire, ce que la loi me permettait, ce que Pierre m'avait laissé comme arme, silencieuse mais solide. Maître Aubert, un homme d'une 60aine d'années, m'a accueilli avec une douceur qui m'a presque émue. « Que puis-je pour vous, madame ?» « Simple, Isaché. » Je lui ai présenté ma chemise bleue. Je n'ai rien dramatisé. Je n'ai rien exagéré. Je lui ai exposé les faits, un par un. Lui, il prenait des notes, hochait la tête, me regardait avec une attention réelle. Et lorsque j'eus terminé, il s'est appuyé contre le dossier de sa chaise et a dit « Vous êtes beaucoup plus lucide que vous ne le croyez. Et vous êtes propriétaire de cette maison à 100%. Personne ne peut toucher à vos droits sans votre consentement. Ni votre fils, ni votre belle-fille, ni personne. » J'ai fermé les yeux un bref instant,
Une bouffée de soulagement m'a envahi. Un soulagement qui avait le goût de la justice. « Que puis-je faire alors ?» ai-je demandé. Il m'a répondu calmement. « Vous pouvez protéger votre patrimoine. Vous pouvez modifier votre testament. Ou vous pouvez faire une donation dans un sens inverse. À quelqu'un qui, lui, vous respecte. Ou même à une association, la loi vous appartient. » La phrase a résonné en moi comme une cloche. La loi vous appartient. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais un terrain solide sous mes pieds. 4. Le testament, un acte de renaissance. Maître Aubert m'a proposé un rendez-vous supplémentaire pour rédiger un testament en bonne et due forme. Je suis revenu 2 jours plus tard avec les idées claires. Je n'allais pas déshériter totalement, Étienne. Je n'aurais jamais pu. Je ne suis pas une femme cruelle. Mais je n'allais pas laisser Élise récolter un centime de ce que j'avais construit avec Pierre. Et surtout, j'allais attribuer une partie importante de mes biens à quelqu'un d'autre. Ma petite fille, Léa, la seule qui me parle encore avec tendresse, la seule qui me demande comment je vais, sans arrière-pensée. Le notaire a tout rédigé, page après page. Les mots s'inscrivaient sous mes yeux avec une précision qui me donnait des frissons. À la fin, il m'a tendu la plume. « Vous signez ici, madame. » J'ai signé. Ma main ne tremblait pas. J'ai senti une porte se refermer doucement derrière moi et une autre s'ouvrir. Celle d'une nouvelle existence. 5. Gardez le secret, le masque de docilité. Lorsque je suis ressortie de l'étude notariale, je savais une chose. Le plus grand pouvoir n'est pas dans l'acte juridique. Il est dans le silence. Si je voulais que tout fonctionne, je devais continuer à jouer mon rôle. La mère gentille, la belle-mère docile, la femme qui comprend. Alors, quand Étienne m'a appelé le soir même pour me demander comment j'allais, j'ai répondu avec douceur. « Bien, mon chéri, je me repose. Merci de penser à moi. » Ma voix était calme, limpide, presque maternelle. Il n'a rien entendu. Il n'a rien compris. Il croyait toujours que j'étais un meuble, une silhouette, une pièce d'arrière-plan. Ce qu'il ne savait pas, c'est que le décor avait changé, que la scène n'était plus la même, et que désormais, c'était moi qui tenais les ficelles. Les jours qui ont suivi mon passage chez le notaire ont été étrangement paisibles. Un calme nouveau habitait ma maison, un calme qui n'était pas résignation, mais maîtrise. Je savais ce que j'avais fait, je savais ce que j'avais signé, et je savais qu'un jour ou l'autre, ils allaient comprendre, mais je n'allais pas leur annoncer. Non, la vengeance silencieuse ne se proclame pas, elle se révèle, et ce jour-là arriva plus vite que prévu. Le prétexte, un dîner en famille, un dimanche, Étienne m'a appelé. « Maman, tu veux venir dîner ce soir? Élise prépare quelque chose de spécial. » Sa voix était douce, trop douce, une douceur qui sonnait comme un mensonge poli. Je n'ai pas hésité. Oui, avec plaisir. Je savais que quelque chose se préparait. Mais il n'avait aucune idée que, moi aussi, j'avais un plan. Dans la soirée, j'ai mis une robe sobre. J'ai coiffé mes cheveux, puis j'ai glissé la chemise bleue, mon dossier de vérité dans mon sac. Un poids léger, un poids décisif, l'atmosphère lourde et un sourire de trop. Quand je suis arrivée, Élise m'a accueillie avec un sourire pincé. « Ah, vous êtes là. Entrez. » Elle avait l'air nerveuse. Ses mains jouaient avec un torchon. Ses yeux brillaient d'une tension subtile. Le dîner était déjà dressé. Une table trop parfaite pour être honnête. Des verres alignés, un rôti qui brillait, des chandelles inutiles. Étienne m'a embrassée, mais son regard fuyait légèrement. Je me suis assise en silence. J'attendais que le rideau se lève. Il ne tarda pas. La discussion qu'ils avaient préparée. À peine le plat principal servi, Élise a pris la parole. « Écoutez, nous avons discuté avec Étienne. » Elle se raclait la gorge, comme si elle récitait un texte. « Nous pensons que ce serait être mieux, pour tout le monde, si tu réfléchissais à réorganiser certaines choses. » Certaines choses. Toujours leurs euphémismes pour dire l'indicible. J'ai pris une bouchée sans la regarder. Je voulais les laisser s'enfoncer davantage. Étienne a poursuivi. « Tu sais, maman, avec ton âge et ta santé, tu devrais être envisagé de transférer la maison maintenant. Ça éviterait beaucoup de complications plus tard. » Mais il baisait mon paix. Je l'ai regardé calmement. « Vous voulez dire tout mettre à votre nom ?» Élise a sauté sur l'occasion. « Ce serait plus raisonnable. Tu serais en sécurité et nous pourrions nous occuper de tout à ta place. » Elle parlait comme si j'étais déjà incapable, comme si j'étais un poids à déplacer d'un point A à un point B. « Et tu n'aurais plus à te soucier des charges, » ajouta Étienne.
Je les ai observés un par un, leur impatience, leur avidité soigneusement déguisée, leur conviction de détenir l'intelligence, la modernité, la supériorité. Je me suis servi un peu d'eau, lentement. Je les ai laissés croire encore une minute. Puis j'ai posé mon verre. La révélation, la phrase qui inverse tout. Vous savez, j'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps. Et, vous avez raison, il était temps de réorganiser mes affaires. Le visage d'Élise s'est illuminé, triomphant. Elle croyait déjà avoir gagné. Elle croyait déjà me voir signer tout ce qu'elle voulait. J'ai ouvert calmement mon sac. J'en ai sorti la chemise bleue. Et je l'ai posée sur la table, juste à côté de leur rôti impeccable. Ils se sont figés. Qu'est-ce que c'est? Demanda Élise, la voix un peu plus aiguë. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai laissé planer le silence, ce silence que j'avais appris à maîtriser. Puis j'ai dit doucement, « C'est le Nouveau Testament que j'ai signé il y a une semaine, et les actes notariés qui l'accompagnent. » Les yeux d'Élise se sont écarquillés. Étienne pâlit. « Un nouveau? Quoi ?» bafouilla-t-il. Je les ai regardés avec une sérénité que je n'avais jamais eue auparavant. « Vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous serez toujours héritier. Mais votre moitié est désormais réduite à son strict minimum légal. Le reste ne vous concerne plus. » Un silence glacial a submergé la pièce. On aurait entendu une fourchette tomber dans la rue. Élise finit par éclater. « Ce n'est pas possible. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous nous punissez pourquoi? » Je l'ai fixé, longuement. « Je vous punis pour rien. Je me protège. Et j'offre à quelqu'un que j'aime vraiment ce que vous vouliez m'arracher. » Étienne, tremblant, demanda « À qui ?» Je souris doucement. « À Léa. Votre fille. Ma petite fille. Celle qui me dit bonjour sans regarder son téléphone. Celle qui me voit encore. » Élise frappe à la table. « Mais elle est mineure. Vous êtes folle? La loi me protège, Élise. Et elle la protège, elle aussi. Les actes sont signés, scellés, enregistrés. Rien ne pourra les annuler. La chute leur monde qui s'écroule. Je les regardais se décomposer. C'était comme voir un château de cartes s'effondrer, sans avoir besoin de souffler dessus. Étienne murmurait « Pourquoi tu n'as rien dit ?» Je répondis simplement « Parce que vous ne m'auriez pas écouté. Vous ne m'avez jamais écouté. Vous avez pris mon silence pour de la faiblesse. Vous aviez tort. » Élise éclata en sanglots hystériques. Étienne se laissa tomber sur sa chaise, les yeux perdus. La pièce entière semblait vaciller. Moi, je restais parfaitement droite. La sortie et la dernière phrase, je me suis levée. J'ai refermé doucement la chemise bleue, puis j'ai dit « Il est temps que vous compreniez une chose. On peut prendre un collier, mais on ne prend pas la dignité d'une femme qui sait se relever. » Je me suis dirigée vers la porte. Avant de sortir, je me suis retournée une dernière fois. Et au cas où vous voudriez contester quoi que ce soit, Maître Aubert se fera un plaisir de vous répondre. Il m'a dit une phrase que je ne vous oublierai jamais. La loi appartient à ceux qui la respectent. Puis j'ai quitté la maison, sans un mot de plus, sans un regret. Derrière moi, ils ont commencé à se disputer violemment. Le piège venait de se refermer. Et j'étais déjà loin. Quand la porte s'est refermée derrière moi, j'ai senti l'air du soir me gifler doucement, comme pour me réveiller complètement de ces années de léthargie silencieuse. La maison d'Étienne résonnait déjà de cris étouffés. Une tempête contenue, violente, inévitable. Je n'ai pas attendu pour écouter. Je n'avais plus besoin d'entendre ce qu'ils allaient se reprocher. Je savais déjà. Je suis rentrée chez moi, lentement, mais avec un pas sûr. Et plus j'avançais, plus je sentais que je laissais derrière moi un monde qui ne m'appartenait plus. 1. La première conséquence, la rupture à l'intérieur de leur couple. Les jours suivants, les nouvelles me sont parvenues indirectement. De petites rumeurs, des confidences glissées par Léa, et même un mot embarrassé laissé sur mon répondeur par Étienne. La confrontation autour du testament avait frappé leur couple comme la foudre. Élise, dans sa fierté blessée, ne pouvait pas accepter qu'une femme de mon âge, une femme qu'elle méprisait, lui ait coupé l'herbe sous le pied. Elle voyait l'acte notarié comme une trahison personnelle. Elle accusait Étienne de m'avoir laissé trop de marge, de m'avoir sous-estimé, de ne pas avoir géré. Étienne, lui, oscillait entre la honte, la colère, la confusion. Il ne savait plus s'il devait me blâmer, se blâmer ou blâmer sa femme. Alors il blâmait tout le monde. Pour la première fois depuis leur rencontre, un fossé s'était creusé entre eux. Un fossé profond, brutal, mortel pour un couple déjà fragile. 2. Le masque d'Élise tombe aux yeux de Léa.
Léa, ma petite fille, fut la première victime collatérale de cette guerre. Je l'ai trouvée un soir devant ma porte, le visage rouge, les yeux gonflés. Elle m'a dit « Papa et maman se disputent tout le temps. Ils crient. Ils disent que c'est à cause de toi. » Je me suis accroupie. Je lui ai pris les mains. « Non, ma chérie. Ce n'est pas à cause de moi. C'est à cause de leurs mensonges. Moi, je n'ai fait que dire la vérité. » Elle a hoché la tête, puis a murmuré « Je sais. Mamie, je sais comment maman parle de toi. Je sais comment elle parle des choses qui viennent de toi. J'ai toujours trouvé ça injuste. » Son innocence m'a serré le cœur. Dans les mots de cet enfant, il y avait plus de clairvoyance que dans toutes les belles paroles d'Étienne. Elle m'a ensuite confié « Moi, je suis contente que tu aies fait ce que tu as fait. Tu le mérites. » J'ai retenu mes larmes. Pour elle, pour moi, pour ce qui restait encore d'amour sain dans cette famille brisée. 3. Étienne l'homme qui découvre la vérité trop tard. 3 jours après le dîner, Étienne s'est présenté chez moi. Il avait mauvaise mine, les épaules basses, les traits tirés. Je lui ai ouvert la porte sans sourire, mais sans fermeture. Il est resté un long moment sans parler. Puis il a murmuré « Maman, je suis désolé. Je n'aurais pas dû, je n'aurais pas laissé faire. » Je l'ai regardé. Je cherchais encore, quelque part dans son visage, le petit garçon qu'il avait été. « Pourquoi n'as-tu rien dit, Étienne? Pourquoi as-tu laissé ta femme parler de moi comme d'une vieille nuisance? Pourquoi as-tu laissé des mots devenir des actes? » Il a baissé les yeux. Je voulais éviter les conflits. Je voulais qu'elle m'aime. Je ne pensais pas que ça irait si loin. Sa voix s'est brisée légèrement. J'ai répondu doucement. « Ce n'est pas l'amour qui t'a fait agir. C'est la peur. Et la peur finit toujours par coûter plus cher que la vérité. » Il n'a pas nié. C'était déjà un début. Il m'a demandé « Tu pourras me pardonner un jour ?» Je ne savais pas encore. Alors je n'ai rien promis. On verra, Étienne. Le pardon, c'est comme une maison. Ça se reconstruit pierre après pierre. Pas en un jour. Il a acquiescé, les yeux brillants, puis il est reparti. La tête penchée, le cœur lourd. 4. Élise, la chute du masque social. Élise, de son côté, a réagi différemment. Très différemment. Elle m'a envoyé un message long, violent, incohérent, où elle me traitait de calculatrice, où elle jurait que j'avais manipulé la loi, où elle promettait d'empêcher Léa de voir une femme aussi toxique. C'était la première fois que je voyais son vrai visage sans phare, un visage dur, aiguisé par l'ambition, défiguré par la frustration. Elle avait perdu, non seulement l'héritage auquel elle croyait déjà avoir droit, mais aussi son pouvoir, son contrôle, son ascendant sur Étienne, et elle ne supportait pas l'idée que moi, la vieille femme silencieuse, celle qu'elle pensait pouvoir écraser, soit la seule à avoir gagné cette bataille. Mais ce n'était pas une bataille pour moi, c'était une libération. 5. L'onde de choc, la famille divisée. Les semaines suivantes furent un chaos. Une onde de choc se propagea dans toute la famille. Certains me soutenaient, d'autres me critiquaient. La plupart restaient silencieux, stupéfaits. Quelques-uns disaient que j'avais bien fait de remettre les choses au clair. Ce que personne ne savait, c'est que je n'avais pas agi pour blesser. J'avais agi pour survivre, pour préserver ce qui me restait, pour empêcher que tant d'années d'efforts, d'amour, de travail, se retrouvent entre les mains d'une femme qui ne m'avait jamais regardé autrement qu'avec mépris. 6. La distance et la paix intérieure qui grandit. Peu à peu, Étienne s'est éloigné d'Élise. Non pas pour moi, mais pour lui-même. Il découvrait enfin ce que je savais depuis longtemps. Élise isola Léa, essaya de contrôler ses visites, mais cela ne dura pas. L'adolescente se rebellait déjà intérieurement. Et moi, je regardais tout cela avec une étrange sensation. Pas de triomphe, pas de revanche spectaculaire, mais une lucidité tranquille. Je n'étais plus au centre de leur vie, mais j'étais au centre de la mienne, et cela suffisait. 7. La dernière conséquence, un émiettement inévitable. Un soir, Léa est venue me dire « Papa va déménager quelque temps. Il dit qu'il a besoin de réfléchir. » Je crois qu'il a enfin compris. J'ai hoché la tête. Oui, il comprenait, mais tard, très tard. La vérité, quand elle éclate, détruit toujours quelque chose d'ancien, quelque chose de fragile, quelque chose qui n'aurait pas dû survivre autant. Je n'avais pas brisé la famille. Elle se brisait seule depuis longtemps. Moi, je m'en étais seulement retirée avant de m'y perdre entièrement. Les semaines qui suivirent furent étranges,
comme si la vie me ramenait doucement vers un centre que j'avais oublié. Le chaos régnait dans la maison d'Étienne, mais autour de moi, une paix nouvelle, presque fragile, avait commencé à naître. Une paix qui ne venait pas des autres, mais de moi. Je n'avais jamais imaginé, à mon âge, pouvoir recommencer quelque chose. Et pourtant, je recommençais. Un matin différent, la première respiration libre. Un matin d'hiver, je me suis réveillée avec un sentiment que je n'avais plus éprouvé depuis des années. La liberté. Pas une liberté spectaculaire, bruyante ou conquérante. Une liberté douce, silencieuse, qui tenait dans une tasse de thé chaud, posée sur la table, dans la lumière pâle du soleil d'hiver, dans la respiration régulière de ma maison, enfin redevenue mienne. Je n'entendais plus les reproches implicites, ni les remarques blessantes, ni les exigences voilées. Le silence autour de moi n'était plus un vide, c'était un refuge. 2. La petite maison au bord de la mer. Quelques jours plus tard, j'ai décidé de me rendre à Trouville, un endroit qui avait toujours eu, pour moi, un parfum de vérité. Pierre et moi y allions parfois, quand nous étions encore jeunes. Nous y marchions main dans la main sur la plage, nous y partagions des glaces vanille caramel, nous y rêvions d'une retraite paisible. Je n'étais jamais retournée là-bas depuis sa mort. J'avais trop peur que les souvenirs me brisent. Mais le monde avait changé. Moi aussi. Alors, j'y suis allée. La mer était grise, presque plate, mais elle dégageait une force qui m'a frappée immédiatement. Le vent me fouettait les joues, comme pour me rappeler que j'étais vivante. En levant les yeux, j'ai vu une petite maison à louer, peinte en blanc, avec des volets bleus pâles, comme ceux que Pierre aimait tant. Le cœur battant, j'ai appelé le numéro. Le propriétaire m'a ouvert la porte 2 heures plus tard. Quand j'ai franchi le seuil, j'ai senti quelque chose en moi se dénouer. La maison n'était pas grande. Un salon, une petite cuisine, une chambre lumineuse et une terrasse donnant sur la mer. Mais elle avait tout ce qui me manquait depuis longtemps. La tranquillité, la lumière et l'absence totale de jugement. Je l'ai louée pour un mois, pour faire un essai, même si je savais déjà que c'était plus qu'un essai. C'était un retour vers moi-même. 3. Redécouvrir les petites choses. À Trouville, j'ai appris à vivre autrement. À 20, on rêve de changer le monde. À 78, on apprend à changer son souffle. Je sortais marcher chaque matin, sur le sable humide, regardant les traces de pas disparaître avec les vagues. Je passais des heures à observer les mouettes tournoyer dans le ciel. Je me suis même remise à tricoter, sans que personne ne vienne se moquer, sans qu'on me dise que c'était vintage ou démodé. Il y avait quelque chose d'incroyablement doux dans le fait de revenir à mes mains, à mon rythme, à ma propre présence. Parfois, le soir, je lisais des lettres anciennes de Pierre. Il écrivait mal, mais il écrivait avec le cœur. Un soir, j'ai relu cette phrase. « Si un jour tu te sens perdu, retourne près de la mer. La mer sait tout de toi. Elle te rendra à toi-même. » J'ai fermé les yeux. Il avait raison. Comme toujours, 4. De nouvelles rencontres, des liens qui ne demandent rien. La petite maison était voisine d'une boulangerie tenue par une femme de mon âge, Jeanne, qui avait ce rire franc que l'on perd rarement. Elle m'a repéré dès mon 2e passage. « Vous n'êtes pas d'ici, vous. Vous avez l'air d'une femme qui revient. » Sa phrase m'a bouleversée sans que je sache pourquoi. Peut être parce qu'elle avait vu juste. Au fil des jours, nous avons parlé, pris des cafés ensemble, évoqué nos vies, nos douleurs, nos renaissances tardives. Elle ne m'a jamais posé de questions intrusives. Elle ne m'a jamais demandé de me justifier. Elle était juste là, simple, présente. Ces liens-là sont précieux. Ceux qui ne demandent rien et qui donnent tout. 5. Léa, la seule lumière venue de l'ancienne vie. Un samedi après-midi, j'ai entendu frapper à la porte. Quand j'ai ouvert, Léa était là, les cheveux attachés à la va-vite, les yeux pleins d'une émotion silencieuse. « Mamie, je voulais te voir. Papa m'a dit où tu étais. » Je l'ai prise dans mes bras. Elle sentait le froid, mais aussi la vérité. Elle a regardé la mer. « C'est beau ici. Tu es bien, mamie ?» Je l'ai regardée. Cette enfant-là, plus courageuse que ses parents réunis. « Oui, ma chérie, je suis bien, pour la première fois depuis longtemps. » Elle a souri. « Je peux venir te voir souvent ?» J'ai posé une main sur sa joue. « Tu seras toujours la bienvenue chez moi. Toujours. » C'était elle, pas ses parents, qui représentaient l'avenir. 6. La décision tournait la page. Au bout de 2 semaines, j'ai appelé le propriétaire de la petite maison. Je souhaite la louer à l'année. Elle est parfaite pour moi.
Ma voix ne tremblait pas. Mon cœur, si. J'avais choisi. Je ne revenais plus en arrière. Je ne me rendrais plus dans des maisons où l'on me traitait comme un meuble. Je n'irais plus m'asseoir à des tables où l'on me faisait sentir de trop. Je n'offrirais plus ma présence à des gens qui la méprisaient. J'avais quitté leur monde. J'avais rejoint le mien. Et dans cette petite maison en bord de mer, je renaissais, jour après jour. Les jours à Trouville se fondirent en une suite de matins calmes et de soirs délicatement salés par le vent de la mer. Ma vie avait retrouvé un rythme que je croyais perdu, un rythme qui n'appartenait à personne d'autre qu'à moi. Chaque matin, je m'asseyais sur la petite terrasse, regardant les vagues mordre le sable, et j'avais l'impression que la mer effaçait doucement chacune des blessures que j'avais accumulées pendant des années. Peu à peu, mon cœur redevenait un lieu habitable. Anne, la lettre d'Étienne fragile comme du papier humide. Un après-midi, en revenant de la boulangerie de Jeanne, j'ai trouvé une enveloppe glissée sous ma porte. Je l'ai reconnue immédiatement. L'écriture était hésitante, presque enfantine. C'était Étienne. Je me suis assise avant de l'ouvrir, car je savais que cette lettre serait un tournant. Lorsque j'ai déplié la feuille, j'ai vu ces mots, simples, maladroits, tremblants. « Maman, je ne dors plus depuis ce dîner. Je revois ton regard, je revois tout ce que je n'ai pas voulu voir avant. J'ai honte. Honte de ce que j'ai laissé faire. Honte d'avoir été un fils absent. Honte de t'avoir laissé seul contre elle. Je comprends aujourd'hui que tu ne nous as pas punis, mais protégé Léa. Je ne sais pas comment réparer. Mais je voudrais essayer. Si tu veux bien, je viendrai quand tu seras prête. Ton fils qui t'aime, malgré ses erreurs. Je suis restée longtemps à regarder cette lettre, comme on regarde un objet trop fragile pour être tenu. Ce n'était pas une demande de pardon. Pas encore. C'était une main tendue, tremblante, incertaine, mais réelle. Et c'était déjà beaucoup. 2. Le choix pardonner ou préserver. Je suis sortie marcher sur la plage. La mer était agitée, comme si elle portait mes hésitations en elle. Étienne avait été mon enfant, mon premier amour maternel, celui que j'avais protégé, nourri, bercé, consolé, mais il avait aussi été l'adulte qui m'avait laissé me perdre, qui m'avait abandonné aux humiliations d'une femme, qui ne m'avait jamais accepté. Le pardon n'était pas simple, il n'était pas évident, il n'était pas automatique. Je marchais les pieds dans l'eau froide, et je me suis demandé, ai-je encore la force de reconstruire quelque chose avec lui, ou dois-je laisser les ruines là où elles sont? La brise m'a soufflé une réponse inattendue. Le pardon n'est pas une obligation. C'est un choix silencieux, intime, sans spectateur. Je n'étais pas prête à ouvrir mes bras, mais j'étais prête à ne plus fermer mon cœur. C'était un début. 3. Une visite inattendue. Un soir, alors que le soleil disparaissait derrière l'horizon, on a frappé doucement à ma porte. C'était Léa. Elle est entrée, les joues rougies par le vent, et s'est installée contre moi, comme quand elle était petite. Elle a dit d'une voix douce, « Papa veut te voir. Mais il n'ose pas venir sans que tu lui dises oui. Je crois qu'il a peur. » Je l'ai regardé. Sa fragilité, sa force, ce mélange rare qui fait des êtres lumineux. Je lui ai caressé les cheveux. « Dis-lui qu'il peut venir demain après-midi, mais seul. Mon amour. Sans ta mère. » Léa a souri, soulagée. Puis, elle m'a serré fort, comme si elle avait peur de me perdre. Je lui ai murmuré, « Je suis là, ma chérie. Je suis là. » Et pour la première fois depuis longtemps, je savais que cette phrase était vraie. 4. Étienne face à moi l'heure de vérité. Le lendemain, Étienne est venu. Il a frappé timidement, comme un enfant qui craint une punition. Quand j'ai ouvert, j'ai senti tout son malaise, toutes ses remises en question, toute la fatigue qui pesait sur ses épaules. Nous nous sommes assis sur la terrasse, en silence. La mer remplissait l'espace entre nous. Il a été le premier à parler. « Maman, je ne me reconnais plus quand je pense à ces derniers mois. Je ne sais pas comment j'ai pu laisser faire. » J'ai répondu calmement. « Parce que tu avais peur de perdre ta femme. Et tu n'as pas vu que tu me perdais, moi. » Il a baissé la tête. 2 larmes ont roulé sur ses joues. « Je veux réparer. Dis-moi ce que je dois faire. » J'ai souri doucement. Je ne voulais pas d'un fils qui obéit. Je voulais un fils qui comprend. Rien, Étienne. Il n'y a rien à faire. Il y a seulement à être différent. Pour toi, pour Léa, pas pour moi. Il m'a regardé avec une expression que je ne lui avais pas vue depuis qu'il avait 10 ans. Une expression d'enfant qui veut redevenir meilleur. Nous avons parlé longtemps, pas pour recoller le passé,
mais pour adoucir l'avenir. Je l'ai laissé repartir avec une paix nouvelle dans le regard. Une paix fragile, mais réelle. 5. Le dernier soir face à la mer. Ce soir-là, je me suis assise seule, cette fois dans la chambre, les fenêtres grandes ouvertes sur le bruit des vagues. Je pensais à ma vie, à Pierre, à Étienne, à Léa, à Élise, aussi car même les blessures ont leur place dans une histoire. Je me suis dit que j'avais traversé bien des tempêtes, mais que celle-ci m'avait ramené à moi-même. J'avais appris que l'amour, sans respect, n'est qu'une forme de servitude, que le silence, parfois, n'est pas un abandon. C'est un espace où l'on se reconstruit. Je regardais la mer se retirer doucement, puis revenir, comme un souffle immense. Je me suis levée. J'ai posé la main sur ma poitrine, là où autrefois se trouvait mon collier, celui qu'Élise avait volé sans comprendre ce qu'il représentait. Je n'avais plus besoin de ce bijou. Pierre n'était plus dans l'or. Il était dans ma mémoire, dans ma force retrouvée, dans chaque pas que je faisais désormais vers la lumière. Alors, dans un souffle, dans un murmure que seule la mer pouvait vraiment entendre, j'ai dit la phrase qui résumait tout. Le silence peut aussi être une forme de justice.